présentation, euh, j'ai pensé à trois axes, à l'approche partage par projet, les échanges interculturels ou interdisciplinaires et institutionnels, et puis l'enseignement du FLE. Donc, je vais parler un tout petit peu de chaque partie. Oui, évidemment, comme cela est présenté comme un atelier de démultiplication, ce qui est intéressant est aussi de partager, de faire des discussions à la fin, de connaître un peu ce que vous pensez, ce que vous pouvez faire, parce que en fait, pas depuis, dans la grille d'inscription, j'ai pu apprécier qu'il y avait des gens qui venaient d'un peu partout, de l'Argentine, mais il y avait aussi des gens qui venaient d'autres pays. Alors, ce serait très intéressant de partager un peu nos expériences. Bon, je vais continuer. Je ne mets pas la présentation parce que sinon, il a un aller-retour qui est un peu lourd. Tout ce, Cet objectif est l'objectif global du cycle de formation. Oui, justement, ce plan de formation vise à créer un espace d'apprentissage dynamique et interactif où les étudiants avancés pourront développer leurs compétences réflexives et pratiques en vue de leur future carrière enseignant ou enseignante de FLE. Alors, je sais qu'il y a dans, il y a peut-être des gens qui sont en train encore de suivre des études de premier cycle, mais il y a aussi des participants ou participantes qui sont déjà enseignants. Bon, c'est, ce sera peut-être pour vous, il y a des choses qui seront plus claires, oui, mais c'est également enrichissant pour nous. Je ne sais pas si lire tous les objectifs, mais les objectifs pour les participants, oui, justement, euh, que vous pouviez apprécier cette relation étroite entre ces échanges interculturels et les approches par projet, euh, réfléchir aux pratiques concernant les échanges et les approches par projet selon les différentes situations géographiques et académiques, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose de parler de l'expérience en Argentine que parler de l'expérience peut-être au Brésil, au Canada ou ailleurs. Euh, voilà. J'ai trouvé intéressant aussi que le participant puisse réfléchir aux potentielles étapes pour l'accomplissement des échanges interculturels si vous êtes intéressé à cela et donner des idées pour la mise en place des projets, oui, en tenant compte des variables, évidemment. Et pour moi, je me propose de mettre en relation justement l'approche partage et ces échanges, mettre en valeur ce type de pratiques, ouvrir la discussion à de nouvelles idées, d'autres problématiques et favoriser le partage parmi les participants. Bon, ça serait la première partie. Oui, sûrement, vous avez déjà entendu parler de l'approche partage ou l'approche basée sur les tâches ou l'approche par projet. En fait, vous voyez ici, j'ai mis quelques mots comme ça isolés que vous connaissez sûrement, euh, qui parlent un peu de cette approche. Oui, je ne veux pas, en fait, je n'ai pas pensé dans cette présentation à une présentation théorique. C'est juste pour saisir l'essentiel. Et en fait, pour l'approche, basé sur les tâches, je fais exprès ces changements de mots parce qu'il y a des termes qui s'utilisent tout le temps et des fois comme synonyme, évidemment, il y a quelques différences, soit parce que ce sont des auteurs différents qui l'ont proposé ou à des différentes époques, mais franchement, pour l'approche basée sur les tâches, c'est à partir justement de 1996 à peu près que cela a commencé.
Ça vient de l'anglais, oui. C'est un modèle didactique, évidemment, dans les cadres de l'approche communicative qui est centrée sur l'action. Euh, et on fait des choses par les biais de la langue. Oui, ça c'est, vous voyez, c'est 1996. Donc après, nous en français, parce que ça vient de l'anglais, mais en français, il y avait l'approche actionnelle que vous connaissez sûrement. Bon, en fait, dans le cadre européen commun de référence pour les langues, on parle de l'apprenant. Il y a des réflexions sur ce sujet. On parle de l'apprenant comme un acteur social qui est engagé dans des tâches réelles. Parce qu'à partir de cette période-là, on commence à parler des tâches réelles, on commence à centrer, tout est centré sur l'apprenant plutôt. Et, euh, et après, on parle aussi de l'approche coactionnelle. Mais toutes ces approches, si vous voulez, parler des tâches, il y a différentes définitions des tâches d'après les auteurs. Là, j'ai marqué quelques-uns, mais il y en a pas mal. Euh, et ici, deux définitions de macro-tâches et micro-tâches. J'ai mis aussi l'auteur, qui me semblait assez simple et opératoire, si vous voulez, pour les explications et la relation entre théorie et pratique. Euh, et justement, toutes ces approches vont aboutir à un projet par, par tâche. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Donc, hmm, on va parler dans ces approches des tâches et des tâches sociales. Oui, c'est-à-dire la tâche a une fonction sociale. Parce que quand on parlait de bon, actionnel, coactionnel, oui, et les différences de l'approche communicative et l'approche communicative partage, là, il y a aussi des différences par rapport à cette fonction de la tâche. Et justement, quand on parle d'une tâche sociale, oui, je me demandais comment faire, euh, quels exemples on pouvait avoir en français dans nos cours de FLE. Par exemple, dans un lycée à La Plata où on est si loin des pays francophones, on est dans un pays où la langue officielle est seulement l'espagnol. euh, on ne parle pas français partout. Le français ne fait pas partie de notre quotidien, pas de notre nous qui sommes ici dans cet atelier en général. Les lycéens qui apprennent le français, au moins dans la province de Buenos Aires, euh, je pense que c'est un peu pareil dans d'autres provinces en Argentine, ne sont pas couramment en relation avec la langue française et avec des personnes qui parlent le français. Donc, je trouvais difficile cette tâche sociale. Donc, je me demandais comment faire. Parce que dans cette tâche sociale, la production que l'élève va faire ou que l'étudiant va faire va avoir des résultats et des retombées, va être vue, écoutée ou quelque chose. C'est-à-dire que la personne qui a fait la production va recevoir quelque chose. Et donc, dans ces contextes, j'ai trouvé que les échanges culturels ou interculturels étaient fondamentaux, étaient hyper importants, euh, en fait, étaient clés, oui, parce que, et là, je montrais directement quelques exemples pour illustrer ça, ce que je veux dire. Oui, par exemple, dans le lycée des Beaux-Arts à La Plata, il y a un échange entre un lycée français et entre les étudiants de ce lycée français, le LISA et BBA. Donc,
Après, je vais montrer ça, mais justement, comme il y avait cet accord, ce partenariat, la tâche finale, oui, pour les élèves était inviter des amis francophones à déguster un plat ou une boisson typique de notre pays et partager notre culture culinaire avec eux. Ils ont fait des vidéos et les vidéos ont été partagées lors d'une visioconférence ou vidéoconférence avec des pères français du LISA. Et justement, c'était un thème assez simple parce que c'était l'alimentation, mais on a pu faire tout un projet, oui, qui a demandé plusieurs cours, oui, parce que ce n'est pas d'un seul cours, un seul cours qu'on fait tout un projet. On fait justement des micro-tâches pour arriver à, à une macro-tâche et puis à la tâche finale, oui. Et, et justement, ça donnait des résultats très intéressants. Je peux essayer de partager quelques vidéos, oui, au moins. Je vais essayer maintenant pour que vous puissiez voir. Euh, alors, voyons si vous pouvez voir. Je n'ai pas l'option de... Attends. Là, vous voyez? Oui, Ah, oui, on voit. merci. Bon, allez, on recommence. Bon, la vidéo, en fait, vous verrez les élèves hein, qui ont fait l'édition, qui ont tout fait. Évidemment, là, on a eu plusieurs séances, plusieurs cours parce que c'était petit à petit, de micro-tâches pour le vocabulaire. En fait, après la présentation orale qui n'a rien à voir avec la présentation écrite, toutes les images ou le moment qu'il voulait montrer pour l'alimentation qui est un... Moi, j'adore ce sujet parce que c'est puissant du point de vue culturel. C'est génial. Et après, comme la tâche finale était de partager avec ça avec les, les étudiants du LISA, oui, ils devaient expliquer aussi beaucoup de choses. Donc là, c'était très intéressant. Je n'ai pas corrigé la version finale, c'est-à-dire la prononciation et tout ça. Ils m'ont demandé de petites choses et après, bon, ils ont fait. Donc, c'était comme ça. Alors, je l'aimais. J'ai adoré cette vidéo de toute façon. Alors, et maintenant? Il faut lancer. Oui. Eh, attendez. La troisième est la bonne. Mais pourquoi? Non. Mais il y a 2 secondes, vous l'avez écouté. Je vais essayer avec une autre. C'est dommage. Je vais essayer avec une autre. Là. Voyons. Salut, comment ça va? Nous sommes Benjamin, Oui. Carolina et Luna. Aujourd'hui, nous allons parler et présenter les asados, un repas de notre pays. Si vous visitez l'Argentine, vous devez le goûter. J'ai habitude
Il est généralement consommé le dimanche à midi en famille ou entre amis. L'asado est semblable à ce qu'on appelle en France barbecue. Seulement, il y a une préparation différente. Les préparations prennent généralement entre 3 et 4 heures, car il cuit à la chaleur de la braise, contrairement à la barbecue, qui est cuit directement à la chaleur. Il est rarement dans des restaurants sur des week-ends en plein air et le plus courant à la maison. Il y a différents types de viande de bœuf et les coupes de viande. Por exemple, tiras de asado, tapas de asado et de vacío. Il n'est pas traduction en français. Il y a peut-être accompagné de différentes salades, pommes de terre frites, ou accompagné d'une soit de chimichurri ou soit de corolla. Pour su preparación, il faut de la viande, de bœuf, du sel et des citrons ou soie. D'abord, le feu est préparé. Ensuite, la viande sera salée. Après, quand le feu a une intensité plus élevée, la viande est placée sur le grill. Retournez la viande pour qu'elle ne brûle pas. Il est à noter qu'il existe un point de cuisson, cuite à point et saignante. Puis retirez la viande et assaisonnez à goût, avec de la sauce créole ou de chimichurri. Un point intéressant est que, à table, les personnes qui mangeaient demandaient des applaudissements pour les asados. Alors, pour cette vidéo, en fait, pour cette vidéo que je viens de passer, les, il s'agissait d'élèves qui ne parlent pas, en fait. Euh, et pour eux, c'est-à-dire pour finalement aboutir à réussir à faire la vidéo, c'était très, c'était très important, même s'il y avait des erreurs ou s'il y avait beaucoup de choses à l'oral. Oui, ils ont fait beaucoup, beaucoup de travail. Et ce qui nous permet aussi les projets, c'est justement de voir toutes les intelligences multiples dont on parle actuellement, parce qu'il y a qui peuvent, qui sont très forts pour la communication, d'autres pour l'édition, d'autres pour, c'est-à-dire il y a différentes, vraiment différentes intelligences. Euh, Donnez-moi une seconde parce que là, Salut nos amis! voilà. Alors, Nous sommes Clara, Marie, Rachel et Mia. Vous savez qu'est-ce que le choripán? En français, il n'y a pas de traduction, mais c'est une combinaison de mots. Pan, c'est du pain, et chorizo, c'est une saucisson avec de la viande de porc. C'est mon père qui fait du choripán. On le mange avec les mains et il n'est pas cher. On ne peut pas le consommer dans les restaurants à moins qu'il s'agisse d'une parrilla. C'est un repas typique de l'Argentine et nous le mangeons dans le déjeuner avec ma famille, habituellement le dimanche. Aussi, nous le mangeons à la sortie du match de foot ou au parc.
choripans es très populaire en Argentine et même Lionel Messi, le joueur de foot, en consomme. Nous avons préparé le chimichurri. C'est une sauce typique pour le choripán et l'asado. Les ingrédients sont de l'huile, de l'ail, des échalotes, du citron, du persil, de l'origan, du piment et du sel. La préparation est très facile. On coupe les ingrédients et on les mélange tous dans un bol. Poquito más tarde me hiciste caer, de tu boca mordí la manzana, Ici, veggie commencé à prouver pour le chili. la trampa caería yo, en tu boca mordí la manzana, carmín de tesoridad, de habitación, pero me imaginé que editando la ley en la trampa caería yo, puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz, y seguimos adelante, corazón. Arriba, abajo, al centro. Adiós. Au revoir. Bon, voilà, deux, au moins deux petites vidéos. Il y en avait pas mal. Et et moi, j'étais surprise aussi parce qu'il y a des choses qu'on découvre, hein. Oui, par exemple, pour des élèves de 15 16 ans, il y en a qui ont voulu faire, par exemple, le Fernet. Et moi, je me demandais, mais est-ce que vous en buvez? Eh oui, madame. Alors, même s'ils avaient 15 ans, ils sont vraiment mignons. Moi, j'étais très, très contente parce que franchement, les personnes qui n'arrivent pas, même pas parler en classe, avec ce projet, ils ont pu avancer, ils ont pu faire du progrès en ce qui concernait le français. Et puis, pour la deuxième année, par exemple, il y a eu ce projet toujours en sachant que c'était lors de cet échange avec les élèves du LISA. Oui, en fait, la consigne et la tâche finale était de créer une invitation d'une fête à thème pour leur bienvenue. La rédiger et la poster sur le compte Instagram. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je ne vois pas. Parce que, en fait, dans le cadre de ce projet, il y a eu, oui, un Instagram commun entre le LISA et le Bachillerato de Bellas Artes. C'était un Instagram évidemment privé où participaient les profs et les élèves, seulement uniquement. Donc, il y a eu, par exemple, ce que moi j'ai mis ici en point, c'était des micro-tâches qu'on faisait en, en cours, oui, des comparaisons, chercher du vocabulaire, après travail sur les discours écrits. Toute la partie des productions écrites, normalement, est très guidée en cours. Et bon, ils ont produit ce que vous voyez ici, fait du fluor, oui, à l'école de 20 h bon, ils ont mis à minuit, ce serait, le 11 février, même si c'était les vacances, puisque les groupes des Français venaient justement en février, oui, ils ont mis février. Et voilà, vous devez porter des vêtements noirs et quelque chose de fluor, que ce soit une chemise, un pantalon ou un accessoire. Voilà, des petites productions pour les plus petits. Euh, bon, ici, j'ai mis seulement ces deux exemples juste pour vous montrer en fait euh, l'application, non, ce qu'on a fait en suivant cette approche par projet. Et comme je viens en fait, de remarquer, ce projet ont été possibles grâce à cet échange cadre qu'on avait dans les lycées. Oui. Euh, je fais partie de plusieurs échanges. Bon, tous sont culturels ou interculturels.
parce qu'il y avait la participation de personnes d'ici. Bon, c'était seulement des gens de La Plata et notamment du lycée de Beaux-Arts. Et les échanges étaient avec une école française. Donc des lycéens et des profs qui faisaient l'espagnol en France. Mais il y avait aussi des projets interdisciplinaires où nous avions des profs d'histoire, justement, des profs d'histoire, langue française, théâtre, cinéma, arts visuels, arts musicaux. Et dans ce projet interdisciplinaire, en fait, le français avait une place transversale, oui. C'est-à-dire, on travaillait, nous, les profs de français, avec tous les autres profs pour définir et déterminer les équipes, les tâches, les micro-tâches, les macro-tâches, en fait. Je sais pas. Voilà. Ce projet, euh, cet échange culturel s'appelait comme ça, savoir-faire en français, entre los alumnos de Bellas Artes, BBA, de Bachillerato de Bellas Artes, et de LISA, Lycée de l'image et du son d'Angoulême, l'acronyme, a través de la extension. Et là, je voulais montrer au moins très rapidement dans 3 diapos ce qui était important pour cette réalisation. Oui, oui. Il y a eu plusieurs profs qui participaient. On était 7 profs. En français, on était seulement 2 profs. Et le reste, c'était arts visuels et musicaux. En fait, théâtre, cinéma, littérature, c'était plutôt de la France. Parce que nous, ici, c'était plutôt arts visuels, arts musicaux, histoire, bon, FLE. LC, c'est l'espagnol langue seconde. C'était les profs français. Alors, pour réussir à faire cet échange, il fallait tenir compte de ces éléments, non? Euh, Évidemment, c'est important d'avoir un contact. Si on si on n'a pas le contact, il faut le chercher et je trouve que c'est la partie la plus difficile. Oui. Nous, moi, je connaissais des profs de ce lycée et c'était à partir d'une demande institutionnelle parce qu'on voulait institutionnellement euh, faire ressurgir tout type d'échange. Et donc, alors là, moi qui connaissais les profs dans ce lycée, on s'est mis en contact. Mais ce qui était très important, c'était les profils institutionnels, oui, parce que euh, les 2 lycées avaient des options artistiques, avaient à peu près la même taille, c'était 1 000 élèves plus ou moins. Euh, il s'agissait d'un profil, disons, semblable, si vous voulez, même s'il y a beaucoup de différences. euh, Quand on parle de la charge horaire, quand on parle du système des examens, etc., etc., le profil était assez semblable, donc ça, c'était très, très bien. C'était une école de gestion Pardon. publique. Oui, Daniela, tu étais en train de partager encore la vidéo. Tu partages pas le PPT. ah, merci. Merci de me le dire. Oh. Merci, merci. Donc, je vais parler en l'air. Bon. Vous voyez, la présentation ne marche pas non plus, mais je le mets manuel. Oui, donc vous verrez toutes les diapos à côté. Oui. Alors, on était ici dans les échanges culturels, interculturels, interdisciplinaires. Je voulais parler de ma propre expérience. Parce que, en fait, moi, c'était mon désir depuis que je suis enseignante dans ce lycée, depuis quelques années déjà, en 2008. Moi, je voulais essayer de faire des échanges culturels. Bon, finalement, j'ai eu la chance parce qu'institutionnellement, on était intéressé à le faire.
Et puisque moi, je connaissais des profs à Angoulême, on s'est mis en contact. Et d'abord, c'est difficile parce que tout le monde dit non, c'est hyper difficile, c'est trop cher, on ne pourra pas voyager, on ne pourra pas faire ceci, cela, etc., etc. Mais finalement, c'était en fait grâce à une prof d'histoire qui était hyper intéressée et aussi au prof français qui était très intéressé à l'histoire en Argentine, au pays et à l'Amérique du Sud, qu'on a pu finalement trouver des thèmes qui intéressaient aux Français et qui intéressaient ici à La Plata. Par exemple, on parlait de l'histoire récente en Argentine, de l'immigration en Argentine et en France, c'est-à-dire en parallèle, oui, il y avait des thèmes sur l'histoire, oui. Après, il y a eu la littérature, parce que tous les deux, on avait travaillé sur les livres de Laura Alcoba, qui habite en France actuellement, qui est très connue en Europe. Donc, les groupes avaient travaillé sur cette littérature. Et avec deux thèmes, déjà, c'est beaucoup pour pouvoir monter un projet de ce type. Bon, voilà. Là, c'était interdisciplinaire parce qu'il y avait 7 profs de différentes matières, dont le français, évidemment, et l'espagnol. Et après, je disais que pour réussir à faire ce type d'échange, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Mais par exemple, le profil institutionnel, c'est important parce que dans ce cas, c'était deux lycées qui partageaient au moins cette option ou des orientations artistiques, même si en France, c'était le cinéma, le théâtre et la littérature. Et ici, c'était différent parce qu'il y avait les arts musicaux, les arts visuels, mais quand même, c'était le même profil d'élèves, d'étudiants. Euh, Évidemment, les profs qui font le contact ont une charge supplémentaire, si vous voulez, parce que le courriel, euh, les intermédiations, oui, parce que des fois les professeurs ne parlent pas français, donc ça passe par les profs. Bon, il y a, disons, c'est vrai qu'il y a une charge de travail supplémentaire, mais ce n'est pas énorme des deux côtés. C'est-à-dire les profs d'espagnol en France et les profs de français ici pouvaient le faire. Et le fait d'avoir une convention ou des accords ou un partenariat, franchement, ça aide, oui. Mais sachez que le premier échange, on l'a fait, par exemple, sans aucun accord ou sans aucune convention cadre. On a établi un contact lycée-lycée et puis l'année suivante ou l'année d'après, on a commencé les démarches administratives pour avoir cette convention cadre qui rendait évidemment l'échange plus important et qui nous permettait de faire d'autres choses. Et puis, l'équipe multidisciplinaire, euh, des fois, les professeurs oui, ont un peu peur de s'engager dans ce type de projet à cause du travail que ça peut signifier, mais quand les programmes, les, quand tout est organisé, ils sont, ce n'est pas difficile. Oui, à chacun sa partie, sa tâche et tout peut être organisé. Après, oui, les classes disponibles, parce que euh, ce n'est pas qu'on peut faire avec toutes les classes de fois. Oui, ça dépend de la taille du lycée, ça dépend de la quantité d'étudiants ou d'élèves qui apprennent le français. Par exemple, dans ce lycée à La Plata, Bellas Artes, les élèves choisissent leur langue. Étant donné la charge horaire qu'ils ont avec toutes les matières, pour les langues, ils doivent choisir. Donc, ils choisissent entre le français, le portugais et l'anglais. Donc, ce n'est pas dans toutes les classes qu'on a français. Bien. Et puis, sujet d'intérêt commun entre les deux établissements, ça c'est très important, avoir des sujets communs. Et les langues de travail étaient fixées, le français et l'espagnol, évidemment, les deux. Euh,
Et puis, par exemple, pour finalement réussir, on a travaillé sur la définition des classes impliquées dans chaque établissement. En France, c'était difficile de travailler avec les plus grands, étant donné le bac, comment est-ce qu'ils disent? La préparation au bac, il y avait d'autres choses à faire. Donc, Terminal, par exemple, ne participait pas de ce type d'échange parce que c'était difficile. Comme je disais, déterminer les sujets abordés depuis chaque groupe institutionnel. Hum, Établissement d'un chronogramme d'activités, tâches, projets. Bon, tout cela prend quelque temps, oui, parce que en plus, les cycles scolaires ne coïncident pas entre les hémisphères. Oui, donc dans ce cas, euh, ce n'était pas facile, mais on a pu finalement très bien tout organiser. Et comment on a travaillé en faisant des binômes. D'ailleurs, d'abord, il y avait des groupes qui travaillaient en général, comme par exemple pour la vidéo, parce que c'était pour montrer aux autres en petits groupes. Mais après, on travaillait directement en binôme, c'est-à-dire par exemple, chaque élève faisait sa présentation et puis les professeurs de français ou d'espagnol langue étrangère en France distribuaient ces présentations aux élèves et là, ils commençaient une communication en binôme. Oui, il y avait toute une participation groupale, mais après, il y avait une communication en binôme. Et voilà, les groupes de travail, notamment pour travailler de manière interdisciplinaire, il y avait des groupes qui étaient chargés de faire, par exemple, je ne sais pas, une présentation de l'immigration. Un autre groupe qui travaillait sur Laura Alcoba. Un autre groupe qui travaillait sur tel autre sujet. Et comme ça, finalement, on, bon, on a réussi à faire le projet. Et pour le cas de Bellas Artes, 2 fois, les étudiants argentins ont voyagé et 2 fois, les étudiants français sont venus à l'Argentine. Mais après, on a fait aussi des échanges sans voyage. Oui, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même motivation. Mais par exemple, avec la visioconférence, euh, ça donnait de très bons résultats, la visioconférence. Et puis, avec Laura Alcoba, on a fait aussi une conférence avec elle en France où les étudiants argentins suivaient la conférence par Zoom et après, ils posaient des questions. Et juste, on a eu la chance, euh, on a eu la chance parce que Laura Alcoba, elle a voyagé en Argentine et elle a fait une autre conférence dans notre lycée et les lycéens français ont suivi cette conférence et ont posé des questions. Voilà, c'était des deux côtés. Donc ça, c'était vraiment très, 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 très bien. Bon, voilà. Et pour finir avec le troisième axe, en fait, l'enseignement du FLE qui est tellement vaste. euh, L'enseignement du FLE n'est pas le même dans toutes les régions, non? J'ai dit, parce qu'il y a des facteurs qui changent. En fait, par exemple, pour nous, en Argentine, des fois, les livres qu'on confectionne, qu'on fait en France, hum, ne s'adaptent pas à nos réalités. C'est pour cela que je dis ce n'est pas toujours les mêmes. Vous voyez, je ne connais pas maintenant les publics, vous me direz après, mais il y a cette situation géographique et sociale qui est très, très variable, qui fait que quand on pensait l'enseignement et aussi l'apprentissage différemment, Euh, en fait, après, il y a aussi la situation de la francophonie à l'égard des établissements secondaires en Argentine et les politiques linguistiques. Bon, comme je venais de vous dire,
Le cas de Bellas Artes, c'est un cas particulier aussi. Et même ici, dans la province de Buenos Aires, ou dans la ville de La Plata où j'habite, il n'y a pas, on ne donne, on n'a pas le français dans tous les établissements, pas du tout. Il y a le français dans les établissements qui sont rattachés à l'Université nationale de La Plata, dont trois lycées, Colegio Nacional, Liceo Víctor Mercante, Bachillerato de Bellas Artes en La Plata. Hay una escuela agraria que tiene francés en 25 de mayo y después l'école primaire, une école primaire. Oui. Et oui, il reste quelques établissements de gestion privée qui ont gardé le français. Mais c'est vrai que c'est chaque fois moins. Donc, et cela rend la tâche des fois différente et difficile. Et il faut toujours motiver les élèves, les lycéens, trouver une identification aussi. Parce que le fait justement de travailler par projet, par tâche, oui, des fois ce sont de petits projets, mais qui aident à cette identité du groupe. Non? Et je me centre toujours dans le lycée des Beaux-Arts. Dans le lycée des Beaux-Arts, première année, les plus petits, disons, ils ont, ils font, bon, première année, quatrième année, beaucoup de classes le font. Des fois, par exemple, pour le mois de la francophonie, cette année, on a fait des affiches concernant la francophonie. Ça a pris deux cours, oui, 2 semaines, c'est-à-dire deux cours de 1h20, mettons. Et finalement, c'était des affiches avec des mots, c'est-à-dire si on va évaluer ça du point de vue linguistique, ce n'est pas très riche, si vous voulez. Oui, mais en fait, c'était un projet pour eux très, très riche. Parce que là, ils ont trouvé un moment, d'abord une appartenance. Parce que là, français se différencie des autres langues aussi. Parce que dans les lycées, on fait des choses pour montrer, on fait des échanges, c'est-à-dire, ils trouvent une appartenance à un groupe. Et ça, c'est hyper important. Et puis, ils gardent ça comme une expérience positive. Là, c'est pas moi qui le dis. En fait, moi, après, j'ai fait des sondages, oui, euh, pour savoir un peu comment ça a marché. Bien. Euh, euh, voilà. Un peu comme, oui, comme conclusion, ça peut être de cet intitulé, oui. L'approche par projet implique travailler avec une tâche sociale et celle-ci motive les élèves non seulement en ce qui concerne l'usage de la langue, mais aussi dans le développement de leurs talents et intérêts qui permet de travailler avec des intelligences multiples. Pas seulement la motivation, cette histoire des intelligences multiples, euh, pour moi, est aussi très positif. Ah, pardon. Et puis, la possibilité de mettre en œuvre, de mettre en place des échanges interculturels et interinstitutionnels rend l'approche partage plus applicable et séduisante, notamment dans des contextes géographiques et sociaux où la langue française n'est pas présente au quotidien. Je trouve que c'est, au moins pour nous ici à La Plata, c'est notre réalité. Euh, bon, voilà, ça c'était un peu mes conclusions. Voilà. Donc, euh, là, c'est mes coordonnées. Et maintenant, c'est la partie la plus intéressante. À vous. Oui.